Imaginez un instant un homme dont l'ombre s'étendait sur 3 continents. Un homme dont les sujets parlaient plus de langues qu'il ne pouvait lui-même en compter. Un homme dans les coffres duquel coulait l'argent des mines du Nouveau Monde, dans les armées duquel marchaient des soldats allemands, espagnols, italiens, flamands, et dont le titre, lorsqu'il était prononcé en entier, prenait plus de temps qu'une courte prière. Cet homme s'appelait Charles. 5e du nom comme empereur du Saint-Empire romain germanique, 1er du nom comme roi d'Espagne. Et pourtant, cet homme, qui tenait dans ses mains la moitié de l'Europe et une grande partie du monde connu, finit ses jours dans un petit monastère perdu au creux des montagnes d'Estrémadure, vêtu comme un moine, observant les horloges qu'il aimait démonter et incapable, malgré toute sa puissance, de retenir ce qu'il avait passé sa vie à rassembler. Pourquoi celui qui possédait tant a-t-il fini par tout céder de son vivant? Comment l'empire le plus vaste depuis Charlemagne s'est-il fissuré entre les doigts de son maître? Qui était vraiment cet homme silencieux à la mâchoire saillante, dont les portraits par Titien nous regardent encore avec une mélancolie que ni l'or ni les couronnes n'ont su effacer? Et surtout, que reste-t-il, aujourd'hui, de ce rêve d'une chrétienté unie sous un seul sceptre, ce rêve qui s'écroula sous le poids des guerres, des dettes, des hérésies et du temps? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un monde qui change pendant qu'un empereur tente, en vain, de le maintenir immobile. C'est l'histoire d'un siècle où l'imprimerie déverse des idées que nul édit ne peut rattraper, où des marins reviennent de mer que nulle carte ne connaît, où un moine allemand cloue ses thèses sur la porte d'une église et fait trembler des trônes. C'est l'histoire d'une famille, les Habsbourg, qui par les mariages plus que par les guerres devint la première dynastie d'Europe. Et d'un héritier né presque par accident dans la ville de Gand, un jour froid de février, en l'an 1500. Avant même que Charles ne vienne au monde, le monde qui l'attendait existait déjà, avec ses règles, ses fissures, ses habitudes. Au-dessus des plaines de Castille, le soleil tapait sur les pierres ocres de Tolède, et les muletiers descendaient encore les pentes des Asturies en chantant des airs qui n'avaient pas changé depuis 300 ans. Dans les Flandres, les cloches des beffrois rythmaient la vie des drapiers, et l'odeur âcre des cuves de teinture flottait dans les ruelles de Bruges. À Naples, les pêcheurs ramenaient des poissons argentés sur des barques peintes en bleu et jaune. À Vienne, les Habsbourg, déjà installés au cœur du jeu impérial, comptaient leurs rentes et tissaient patiemment des alliances. À Mexico, qui s'appelait alors Tenochtitlan, des prêtres aztèques montaient des marches de pyramides que nul Européen n'avait jamais vues. Et au-dessus de tout cela, dans le ciel de Rome, le pape Alexandre VI menait une cour pleine de scandales, de luxe et de calculs politiques dont les ondes se propageaient jusqu'aux confins de la chrétienté. On dit souvent que le Moyen-Âge s'achève avec la chute de Constantinople en 1453, ou avec la découverte de l'Amérique en 1492. C'est une vérité commode, mais c'est une vérité de manuel. À la fin du XVe siècle, la plupart des gens qui labouraient la terre, qui battaient le grain, qui priaient le matin et le soir, ne savaient rien de Constantinople, et moins encore d'un certain Christophe Colomb. Pour eux, le monde était lent, cyclique, ordonné par les saisons et par les seigneurs. C'est dans ce monde lent que naquit, dans une chambre du palais du Prinzenhof à Gand, un enfant à la tête trop grande, à la mâchoire déjà étrange, fils de Philippe le Beau, duc de Bourgogne, et de Jeanne, infante d'Espagne, surnommée plus tard la Folle. Et déjà, dans ce berceau, se nouait le destin d'un continent. Car cet enfant, par le hasard des mariages, des morts soudaines et des héritages enchevêtrés, allait recevoir ce qu'aucun souverain européen n'avait jamais reçu. De son père, il tenait les Pays-Bas bourguignons, ces villes riches et fières où l'on parlait flamand, picard, wallon,
et où les marchands étaient parfois plus puissants que les princes. De son grand-père paternel, l'empereur Maximilien d'Autriche, il tenait l'espoir d'hériter un jour des terres d'Autriche, du Tyrol, de la Styrie et de la couronne impériale elle-même. Cette couronne qui faisait de son porteur, en théorie, le premier souverain temporel de la chrétienté. De sa mère, fille des rois catholiques Ferdinand et Isabelle, il allait hériter de la Castille, de l'Aragon, de la Sicile, de la Sardaigne, de Naples, et bientôt de tout ce territoire encore mal connu que les conquistadors appelaient les Indes occidentales. Jamais, depuis les jours lointains de Charlemagne, un homme n'avait été destiné à régner sur tant de royaumes à la fois. Mais l'on raconte parfois que cet héritage fut un cadeau. C'est un mythe qu'il faut écarter dès le début. Cet héritage fut une charge écrasante, presque une malédiction. Car chaque royaume, chaque province, chaque petite ville libre du Saint-Empire avait ses propres lois, ses propres privilèges, ses propres ennemis et ses propres traditions. Et l'homme qui se trouverait à la tête de cette mosaïque ne pourrait jamais être pleinement chez lui nulle part. Il serait toujours, partout, un étranger venu rappeler à chacun ce qu'il devait à un trône lointain. Charles ne connut presque pas son père. Philippe le Beau, jeune, élégant, joueur, mourut soudainement à Burgos en 1506, à 28 ans, dans des circonstances que les chroniqueurs entourèrent de murmures et de soupçons. Sa mère, Jeanne, sombra dans une mélancolie noire, refusant pendant des semaines de quitter le cercueil de son époux, qu'elle fit transporter à travers la Castille en un cortège funèbre presque irréel. On l'enferma. Elle resta enfermée jusqu'à sa mort, presque 50 ans plus tard, dans une chambre du château de Tordesillas, où, dit-on, elle parlait encore parfois à des fantômes. De cette mère, Charles n'eut presque rien, sinon le titre qu'elle portait sans pouvoir l'exercer, et peut-être cette gravité mélancolique qui marqua tous les portraits qu'on fit de lui par la suite. Il grandit donc loin de l'Espagne, dans les Pays-Bas, sous la garde de sa tante Marguerite d'Autriche, une femme intelligente, cultivée, veuve à plusieurs reprises, qui gouvernait Malines avec une fermeté discrète. Marguerite parlait 4 langues. Elle aimait la musique. Elle collectionnait des livres et des manuscrits enluminés. Et c'est dans son entourage que le petit Charles fut élevé, écoutant les conseils des chambellans bourguignons, apprenant l'art difficile de la cour, observant les hommes qui plus tard deviendraient ses ministres et ses ennemis. Son précepteur principal, un savant homme de l'Église nommé Adrien d'Utrecht, lui enseigna le latin, la théologie, l'histoire ancienne, et surtout une certaine idée de la responsabilité du prince devant Dieu. Cet Adrien deviendrait plus tard, par un de ces tours étranges du destin, le pape Adrien VI, le dernier pape non italien avant des siècles. L'enfant Charles parlait d'abord français. C'était la langue de la cour de Bourgogne, la langue de sa famille, la langue des chevaliers qui l'entouraient. L'espagnol, il l'apprendrait plus tard, et avec difficulté, lorsqu'il devrait régner sur des peuples qui le regarderaient avec méfiance. L'allemand lui resta toujours moins familier. Plus tard, devenu empereur, il aurait, dit-on, cette formule restée célèbre. Il parlait espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à son cheval. Anecdote ou invention tardive, peu importe. Elle dit quelque chose de la vérité de cet homme. Il vivait entre les langues, entre les peuples, sans jamais appartenir tout à fait à aucun. À 16 ans, en 1516, la mort de son grand-père maternel Ferdinand d'Aragon le fit roi d'Espagne. Le voici donc, ce jeune garçon timide, à la mâchoire prognate, héritier de royaumes immenses, embarquant pour la première fois en septembre 1517 sur un navire qui le mènerait vers ses sujets espagnols. Le débarquement fut mal organisé,
presque comique. Les nobles flamands qui l'entouraient ne savaient pas un mot de Castillon. Les Espagnols, eux, ne comprenaient pas leur jeune souverain. On lui présenta des taureaux, on lui présenta des grands seigneurs, on lui présenta sa sœur Éléonore et son frère Ferdinand. Et l'on murmurait déjà, dans les rues de Valladolid et de Tolède, que ce roi n'était pas vraiment un roi espagnol, mais un prince étranger, entouré de ces flamands gloutons, venus se servir au trésor de Castille. Pourquoi cette méfiance ? Parce que dans la mémoire de l'Espagne, la mémoire récente était celle des rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Eux avaient achevé la reconquête en prenant Grenade en 1492. Eux avaient envoyé Colomb vers les océans inconnus. Eux avaient unifié les royaumes par leur mariage. Eux parlaient la langue du peuple, ils mangeaient les mêmes plats, ils priaient dans les mêmes cathédrales. Et voici qu'à leur place arrivait un adolescent silencieux, à l'air maladif, accompagné d'une foule de courtisans qu'on accusait déjà d'avoir vendu les meilleurs offices aux plus offrants. Charles ne fut donc pas accueilli comme un libérateur. Il fut toléré. Et déjà, dans les villes de Castille, certaines voix grondaient, des voix de bourgeois inquiets, de petits hidalgos vexés, qui se demandaient ce que ce nouveau roi viendrait leur prendre. Ces voix, dans quelques années à peine, allaient se transformer en révolte ouverte. Mais avant que la Castille ne gronde, un autre événement, plus immense encore, allait changer la vie du jeune souverain. En janvier 1519, l'empereur Maximilien, son grand-père paternel, mourut à Vels. Le trône impérial était électif. 7 princes, appelés les électeurs, devaient choisir le nouvel empereur. 3 candidats se présentèrent. Charles lui-même, le jeune roi de France François Ier, et plus discrètement Henri VIII d'Angleterre. La compétition fut féroce. Elle se joua à coups d'or. Charles emprunta des sommes colossales aux banquiers d'Augsbourg, en particulier à la famille Fugger, dont la fortune valait à cette époque plus que celle de bien des royaumes. On dit que les sommes engagées auprès des Fugger et d'autres financiers approchèrent des montants immenses, proches du million de florins, pour convaincre les électeurs. Le 28 juin 1519, Charles fut élu empereur. Il avait 19 ans. Pourquoi tant d'efforts pour cette couronne ? Parce que cette couronne, dans l'imaginaire de l'époque, n'était pas une couronne comme les autres. Elle prétendait descendre, en ligne directe, de celle de Charlemagne, et avant lui, des empereurs romains. Elle conférait à son porteur le titre presque mystique de successeur des Césars, de défenseur universel de la chrétienté, de bouclier de la foi catholique. Pour un jeune homme élevé dans le culte de la toison d'or et des chevaleries bourguignonnes, ce titre n'était pas un ornement, c'était une vocation. Et c'est ici que commence vraiment le drame. Car Charles, jeune, croyant, sérieux, prit ce titre au sérieux. Il pensait sincèrement qu'il avait été choisi par Dieu pour défendre la chrétienté contre ses ennemis, les Turcs ottomans à l'est, les hérétiques protestants au nord, les rois rivaux qui contestaient son autorité. Il pensait sincèrement qu'il devait, comme Charlemagne, restaurer l'unité de l'Europe sous une seule couronne et une seule foi. Et il allait dépenser sa vie, sa santé et des fortunes incalculables à poursuivre ce rêve. Mais le monde n'allait pas le laisser faire. Quelques mois après son élection, alors même que Charles s'apprêtait à quitter l'Espagne pour aller se faire couronner en Allemagne, un moine inconnu, professeur d'université à Wittenberg, en Saxe, publia un texte qui allait fracturer la chrétienté. Ce moine s'appelait Martin Luther. Il avait, 2 ans plus tôt, en octobre 1517, formulé 95 thèses
contre la vente des indulgences, une pratique de l'Église romaine qu'il jugeait scandaleuse. Imprimée, traduite, répandue partout en quelques semaines, ces thèses faisaient désormais l'objet d'un débat brûlant. Et le pape Léon X, fils de Laurent de Médicis, occupé à embellir Rome et à financer la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre, avait fini par excommunier ce moine récalcitrant. L'affaire aurait pu en rester là. Tant de réformateurs avaient été condamnés avant Luther et leurs noms avaient disparu. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il y avait l'imprimerie. Inventée à peine 70 ans plus tôt par Gutenberg, elle multipliait les copies des écrits de Luther par milliers, par dizaines de milliers, dans les langues du peuple. Cette fois, il y avait des princes allemands qui voyaient dans cette rébellion religieuse une chance de se libérer de la tutelle de Rome et, indirectement, de la tutelle de l'empereur. Cette fois, il y avait dans toute l'Allemagne un mécontentement diffus contre la richesse du clergé, contre les impôts envoyés à Rome, contre les abus des moines. C'est donc dans ce climat agité que Charles convoqua, en avril 1521, la Diète d'Empire à Worms, petite ville rhénane aux maisons à colombages et aux ruelles étroites. Luther fut sommé d'y comparaître. Beaucoup pensaient qu'il n'oserait pas s'y rendre, ou que, s'il y allait, il risquait de connaître le sort de Jan Hus, condamné un siècle plus tôt. Mais Luther vint, et devant l'empereur, devant les princes, devant les évêques, devant les ambassadeurs étrangers, il refusa de se rétracter. La phrase qu'on lui prête est restée gravée dans l'histoire. Il dit qu'il ne pouvait revenir sur ses écrits, car sa conscience était captive de la parole de Dieu. Charles, jeune, indigné, profondément catholique, le condamna. Mais il commit aussi, sans le vouloir, une erreur fatale. Il accorda à Luther un sauf-conduit pour rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, Luther fut enlevé, en apparence, par des cavaliers masqués. En réalité, l'enlèvement était organisé par Frédéric le Sage, électeur de Saxe, qui cacha Luther dans son château de la Wartburg. Là, pendant des mois, le moine se laissa pousser la barbe, prit le pseudonyme de chevalier Georges et entreprit de traduire la Bible en allemand. Cette traduction, publiée en 1522 pour le Nouveau Testament, allait devenir un monument linguistique et religieux, l'un des grands fondements de l'allemand écrit moderne. Plus encore, elle allait permettre à chaque artisan, à chaque marchand, à chaque paysan sachant lire, de lire la parole sacrée sans intermédiaire. L'autorité de l'Église romaine, et avec elle en partie l'autorité de l'empereur, ne s'en remettrait jamais. Pendant ce temps, à l'autre bout de ces domaines, un autre drame éclatait. La Castille s'était soulevée. Les comuneros, ces communautés urbaines, s'étaient révoltés contre les gouverneurs flamands laissés en place par Charles. Tolède, Ségovie, Salamanque, Avila, presque toutes les villes de Castille s'étaient enflammées. Le mouvement avait des chefs, Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado. Leur programme mêlait la défense des libertés urbaines, l'opposition aux taxes nouvelles et un sentiment confus mais puissant d'identité espagnole face à un roi qu'ils jugeaient étranger. La bataille décisive eut lieu à Villalar, le 23 avril 1521. Les comuneros furent écrasés. Padilla, Bravo et Maldonado furent décapités le lendemain. Charles, prudent, attendit pour rentrer en Espagne. Quand il y revint, la Castille avait été pacifiée par la force, mais aussi par la peur. Et Charles, ayant retenu la leçon, commença, lentement, à s'hispaniser. Il apprit la langue, il s'entoura de conseillers espagnols, il finit même par préférer cette terre austère et brûlée de soleil à tout autre. Mais à peine la Castille apaisée, les Pays-Bas tranquilles, l'Allemagne en ébullition contenue par les armes,
un autre adversaire se dressait, plus durable et plus dangereux. François Ier, roi de France. Les deux hommes avaient été rivaux pour la couronne impériale. Ils allaient être rivaux pendant presque toute leur vie. Et leur duel, qui se joua sur les champs de bataille d'Italie, sur les terres des Pays-Bas, sur les océans et même dans les couloirs diplomatiques de Constantinople, est l'un des conflits les plus longs et les plus structurants du XVIe siècle. Tout opposait les deux hommes. François était grand, bavard, séducteur, amateur d'art, d'or et de fêtes. Il faisait venir à sa cour Léonard de Vinci, qui mourut au château du Clos Lucé en 1519, en lui léguant ses derniers tableaux. Il construisait Chambord, ce rêve fou de pierre blanche plantée au milieu de la Sologne. Il rêvait de gloire à l'antique, de campagnes éclatantes en Italie, de victoires dont les poètes chanteraient l'écho. Charles, lui, était silencieux, discret, presque triste. Il ne dansait pas, il ne chassait que par devoir. Il aimait la musique sacrée, les horloges, les livres de dévotion, les longues conversations avec son confesseur. Il signait ses lettres d'une écriture lente et méticuleuse. Il avait une mâchoire si avancée qu'il mangeait avec difficulté et qu'on dit qu'il préférait souvent dîner seul pour ne pas être vu. Et pourtant, malgré ces différences, ou peut-être à cause d'elles, les deux hommes se vouèrent une inimitié farouche. Le théâtre principal de leur duel fut l'Italie, ce damier de duché, de principauté, de république, où chaque ville était un trésor convoité. Milan surtout. Milan, riche, peuplée, productrice d'armes et de soieries, clé du nord de la péninsule. Milan, que Charles considérait comme un fief d'empire, et que François considérait comme un héritage de ses prédécesseurs valois. Les guerres d'Italie, commencées dès la fin du XVe siècle par Charles VIII de France, allaient connaître, sous Charles Quint et François Ier, leur phase la plus intense. En février 1525, près de la petite ville de Pavie, au sud de Milan, les deux armées s'affrontèrent. François Ier avait assiégé la ville. Charles, à distance, avait envoyé une armée commandée par d'excellents capitaines, dont Charles de Lannoy, le marquis de Pescaire et le connétable de Bourbon, qui avait trahi son roi français pour passer au service de l'empereur. La bataille se joua dans le brouillard d'un matin d'hiver, dans les jardins fortifiés du parc Visconti. L'arquebuse, cette arme nouvelle, fit des ravages dans la cavalerie française, jusque-là considérée comme la meilleure d'Europe. À la fin de la journée, des milliers de soldats et de gentilshommes français étaient tombés sur le sol gelé. Et le roi de France lui-même, son cheval tué sous lui, blessé au visage et à la jambe, fut fait prisonnier. C'est l'un des moments les plus extraordinaires du siècle. Un roi de France, prisonnier d'un empereur. François fut conduit en Espagne, à Madrid, où il fut logé d'abord assez convenablement, puis, voyant qu'on le pressait de céder, où il tomba malade, ou feignit de l'être. Charles vint le visiter. Il y eut entre les deux hommes des entrevues étranges, où la politesse cachait à peine la haine. Finalement, en janvier 1526, François signa le traité de Madrid. Par ce traité, il renonçait à la Bourgogne, à ses prétentions sur Milan, sur Naples, sur Gênes, et acceptait de laisser ses deux fils en otage à Madrid en échange de sa propre libération. Mais une fois libre, à peine la frontière franchie, François déclara que ce traité avait été extorqué sous la contrainte et qu'il ne le respecterait pas. Charles, qui avait cru tenir la paix, comprit alors qu'il avait perdu une victoire pourtant éclatante. Il ne pardonna jamais cette duplicité. Et les guerres recommencèrent. 3, 4, 5 fois encore, inlassablement, pendant 30 ans. Il y eut, dans ce duel, un épisode terrible qui marqua à jamais la conscience européenne. Au printemps 1527, l'armée impériale, commandée par le connétable de Bourbon,
mal payée, affamée, mécontente, se déversa sur Rome. Le connétable lui-même fut tué dans l'assaut, dit-on, d'une balle d'arquebuse tirée, selon la légende, par l'artiste Benvenuto Cellini depuis les remparts du château Saint-Ange. Les soldats, livrés à eux-mêmes, désormais sans chef, mirent la ville à sac. Pendant des jours et des jours, Rome fut pillée. Les églises furent profanées, les tombeaux furent ouverts, les œuvres d'art furent détruites ou volées. Des membres du clergé furent tués, capturés ou rançonnés. On dit que des reliques sacrées furent jetées dans les rues comme des objets sans valeur. Le pape Clément VII, terré dans le château Saint-Ange, dut finir par se rendre et payer une rançon énorme. Le sac de Rome de 1527 fit retentir dans toute la chrétienté un cri d'horreur. Et Charles, lorsqu'il en fut informé, en fut, dit-on, profondément abattu. Il n'avait pas ordonné ce massacre. Il n'en avait pas voulu. Mais il en était responsable, puisque c'étaient ses soldats. Et l'image de l'empereur défenseur de la foi, qui laissait piller la capitale de la chrétienté, allait pendant des décennies hanter sa réputation et celle de sa dynastie. Et pourtant, Charles n'abandonna pas son idéal. Au contraire, plus le monde lui résistait, plus il s'enfonçait dans son rêve d'unité chrétienne. Il fit la paix avec le pape. Il accepta de se faire couronner empereur par lui en personne, à Bologne, en février 1530. Ce fut la dernière fois dans l'histoire qu'un empereur romain germanique fut couronné par un pape. La cérémonie fut somptueuse. Les contemporains la décrivirent comme la dernière grande mise en scène du Moyen Âge. Charles entra dans Bologne sur un cheval blanc. Il reçut des mains de Clément VII la couronne de fer des rois lombards, puis la couronne impériale d'or. Et pendant que les évêques chantaient, pendant que la foule s'agenouillait, on pouvait croire, pour un bref instant, que le rêve médiéval d'une chrétienté unie sous un seul empereur et un seul pape était encore vivant. Mais ce n'était qu'une illusion, et Charles, au fond, le savait. Car pendant qu'il se faisait couronner à Bologne, à l'est, une autre menace s'était levée. Les Turcs ottomans, sous le règne de Soliman le Magnifique, avaient pris Belgrade en 1521, anéanti l'armée hongroise à Mohács en 1526 et marchaient désormais sur Vienne. La capitale autrichienne, ville héréditaire des Habsbourg, gouvernée par le frère cadet de Charles, Ferdinand, fut assiégée par Soliman en septembre et octobre 1529. 120 000 soldats ottomans, dit-on, campèrent devant ces murs. Les pluies d'automne, les défenses solides et la résistance acharnée des habitants permirent à la ville de tenir. Soliman finit par lever le siège, mais l'alerte fut immense. L'Empire ottoman était désormais aux portes de l'Europe centrale, et il y resterait pendant 1 siècle et demi. Charles dut donc partager. Il laissa à son frère Ferdinand, qu'il avait fait roi de Bohême et de Hongrie, la charge directe de défendre l'Europe orientale. Lui-même se chargerait du front occidental et surtout de la Méditerranée. Car les Turcs ne menaçaient pas seulement l'Europe par les Balkans, ils la menaçaient aussi par la mer. Leurs alliés, les corsaires barbaresques d'Alger, de Tunis, de Tripoli, infestaient les côtes d'Espagne, d'Italie, de Provence, capturant des milliers de chrétiens pour les vendre comme esclaves sur les marchés du Maghreb. Charles, en 1535, organisa une expédition contre Tunis. Lui-même, fait rare pour un empereur, prit la mer et participa à l'opération. La flotte chrétienne, commandée par l'amiral génois Andrea Doria, débarqua à la Goulette. Tunis fut prise. Des milliers d'esclaves chrétiens furent libérés. Et Charles entra dans la ville à cheval, sous un soleil de plomb, recevant les acclamations de ses soldats.
Ce fut son moment de gloire militaire le plus pur, le plus éclatant. Les peintres en firent des fresques, les poètes en firent des odes. Pendant quelques mois, Charles put se croire vraiment le nouvel Auguste, le bouclier du Christ, le défenseur de la chrétienté. Mais cette victoire ne fut pas durable. Quelques années plus tard, en 1541, Charles tenta une expédition similaire contre Alger. Cette fois, tout tourna mal. Une tempête terrible dispersa la flotte, des centaines de navires furent perdus, des milliers d'hommes périrent en mer ou furent tués à terre. L'empereur lui-même, dit-on, dut renoncer à ses chevaux pour qu'on les laisse aux soldats survivants. Il rentra en Espagne brisé, humilié. Alger resta turc. La Méditerranée resta un champ de bataille incertain. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant de campagnes? Parce que dans la pensée de Charles, défendre la chrétienté contre les Turcs n'était pas seulement une question militaire. C'était une mission sacrée. Et c'était aussi, plus prosaïquement, ce qui légitimait sa puissance aux yeux de ses sujets, du pape et de la postérité. Tant qu'il combattait l'infidèle, il restait l'empereur. Mais à quel prix? Le prix, ce fut l'argent. L'argent, surtout, qu'on ne pouvait plus trouver assez vite. Les guerres coûtaient des sommes colossales. Une seule campagne en Italie pouvait engloutir le revenu de plusieurs années d'un royaume. Charles emprunta. Il emprunta encore. Aux fougueurs, aux welseurs, aux banquiers génois, aux marchands anversois. Il gagea ses revenus à venir, il vendit des charges, il créa des impôts nouveaux. Et surtout, il fit venir de plus en plus d'argent du Nouveau Monde. Car pendant que Charles guerroyait en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, ses sujets accomplissaient des conquêtes qui allaient changer la face du monde. Hernán Cortés, parti de Cuba avec quelques centaines d'hommes, avait abattu l'Empire aztèque entre 1519 et 1521. Tenochtitlan, cette ville flottante de canaux et de pyramides que les Espagnols comparèrent à Venise, avait été détruite. À sa place, on bâtissait Mexico, capitale de la Nouvelle-Espagne. Quelques années plus tard, Francisco Pizarro, avec encore moins d'hommes, avait abattu l'empire Inca dans les Andes. Atahualpa, le dernier souverain Inca, avait été exécuté en 1533, après avoir fait remplir une salle d'or pour sa rançon. Et de ces conquêtes, plus que des terres, plus que des villes, plus que des âmes converties, on attendait du métal précieux. De l'or d'abord, puis surtout, à partir des années 1540, de l'argent. L'argent qui jaillissait, en quantité jusque-là inimaginable, des mines de Potosi, dans les hauteurs glacées du Haut-Pérou, puis des mines de Zacatecas, au Mexique. Cet argent, transporté par des galions sous escorte armée, arrivait chaque année à Séville. De Séville, il partait vers les banquiers d'Anvers, vers les armées d'Italie, vers les arsenaux de Gênes, vers les chantiers de la flotte. On peut presque suivre sur une carte le chemin de cet argent. Extrait par une main-d'œuvre indigène et africaine souvent contrainte, dans les entrailles de la cordillère, embarqué à Lima, débarqué à Panama, traversant l'isthme à dos de mule, rembarqué pour Carthagène, regroupé à La Havane, et enfin convoyé en flotte à travers l'Atlantique jusqu'à l'embouchure du Guadalquivir. Mais ce flux d'argent, qui aurait pu rendre Charles tout-puissant, ne fit en réalité qu'aggraver ses problèmes. Car cet argent arrivait toujours après les dépenses. Les dettes croissaient plus vite que les recettes. Les banquiers prêtaient à des taux de plus en plus élevés. Et l'arrivée massive de métals précieux fit monter les prix dans toute l'Europe. C'est ce qu'on a appelé plus tard la révolution des prix. Le pouvoir d'achat des salaires baissa. La misère s'aggrava dans certaines régions. Et Charles, qui croyait commander à un empire riche, commandait en réalité à un empire structurellement endetté. Au milieu de tous ces tracas, sa vie personnelle suivait son cours.
En 1526, il avait épousé sa cousine Isabelle de Portugal. C'était un mariage politique, comme tous les mariages royaux. Mais contre toute attente, il fut aussi un mariage heureux. Isabelle, dit-on, était belle, intelligente, calme, parlait plusieurs langues et savait gouverner l'Espagne en l'absence de son époux, ce qu'elle fit à plusieurs reprises. Ils eurent plusieurs enfants, dont un fils qui survivrait pour devenir Philippe II, le futur roi d'Espagne et l'homme qui aurait à gérer l'héritage espagnol de son père. Isabelle mourut en mai 1539, à Tolède, après une fausse couche. Elle n'avait que 35 ans. Charles en fut anéanti. Il porta le noir le reste de sa vie. Il ne se remaria jamais. Il commanda à Titien un portrait de la défunte qu'il regarda, dit-on, dans son cabinet jusqu'à sa propre mort. Cette douleur, secrète mais profonde, marqua la deuxième moitié de sa vie. Les contemporains notèrent que l'empereur, déjà mélancolique, devint plus sombre encore. Il se replia. Il parla moins. Il prit, semble-t-il, plus au sérieux encore l'idée que sa vie n'était qu'un service, un fardeau imposé par Dieu, qu'il fallait porter jusqu'au bout. Et le fardeau, dans les années qui suivirent, ne fit que s'alourdir. En Allemagne, la situation religieuse, loin de se résoudre, s'envenimait. De nombreux princes et villes avaient adopté la réforme. En 1530, à Augsbourg, les luthériens présentèrent leur profession de foi, la Confession d'Augsbourg, rédigée par Philippe Mélenchon, l'ami de Luther. Charles refusa de l'accepter. Les protestants se regroupèrent en 1531 dans la Ligue de Schmalkalde, alliance défensive de princes et de villes prêtes à se battre pour défendre leur foi. Pendant 15 ans, Charles essaya de gagner du temps. Il rêvait d'un concile général de l'Église qui réformerait les abus tout en condamnant les hérésies. Mais le concile, convoqué finalement à Trente en 1545, prit son temps. Et pendant ce temps, la réforme s'enracinait toujours plus profondément. Finalement, en 1546, après la mort de Luther, Charles décida de frapper. La guerre de Schmalkalde fut brève, mais décisive. En avril 1547, à Mühlberg, sur les bords de l'Elbe, l'armée impériale, dirigée par Charles en personne, malgré une grave crise de goutte qui le faisait beaucoup souffrir, écrasa l'armée des princes protestants. Jean-Frédéric de Saxe fut fait prisonnier. Le landgrave Philippe de Hesse se rendit peu après. Pour la première et la dernière fois de sa vie, Charles sembla maître de l'Allemagne. Titien le peignit alors dans ce qui reste l'un des portraits équestres les plus célèbres de l'histoire de l'art. L'empereur, en armure noire et or, lance à la main, à cheval sous un ciel chargé, image d'une majesté froide et triomphante. Mais cette victoire, comme tant d'autres dans sa vie, fut éphémère. Charles tenta d'imposer un compromis religieux, l'intérim d'Augsbourg, qui ne satisfit ni les catholiques ni les protestants. Les princes allemands, même catholiques, s'inquiétaient de la puissance grandissante de l'empereur. Et l'un d'entre eux, Maurice de Saxe, qui avait pourtant combattu aux côtés de Charles à Mühlberg, retourna sa veste. En 1552, Maurice et ses alliés, secrètement appuyés par le nouveau roi de France, Henri II, se soulevèrent contre l'empereur. Charles, surpris à Innsbruck, dut fuir à la hâte, à travers les cols enneigés des Alpes, sous la pluie et le brouillard, porté en litière par des serviteurs fidèles. Il avait 52 ans, des douleurs qui l'empêchaient parfois de marcher, et le sentiment, peut-être pour la première fois si nettement, que son rêve s'effondrait. L'année suivante, en 1555, à Augsbourg, son frère Ferdinand négocia, en son nom, ce qu'il avait toujours refusé. Un compromis durable
avec les princes protestants. La paix d'Augsbourg établit le principe que chaque prince allemand pourrait choisir, pour son territoire, entre le catholicisme et le luthéranisme, selon la formule latine « cujus regio et jus religio », tel prince, telle religion. C'était la fin du rêve d'une chrétienté unie. C'était la reconnaissance officielle de la division religieuse de l'Allemagne. Et Charles, qui n'avait pas voulu signer ce traité de ses propres mains, qu'il avait laissé conclure par Ferdinand, prit alors, dans le secret de sa conscience, une décision qui allait stupéfier l'Europe. Il décida d'abdiquer. Non pas après sa mort, comme c'était la coutume, non pas en pleine force, mais maintenant, alors qu'il était encore vivant, mais usé. Il décida de se retirer du monde. Pourquoi cette décision si rare? Plusieurs raisons s'entremêlaient. Sa santé était mauvaise, la goutte le tourmentait. Il pouvait à peine signer ses lettres. Il était fatigué moralement, après 40 ans de lutte incessante. Il sentait qu'il avait échoué dans sa mission principale, qui était de préserver l'unité de la chrétienté. Et il pensait, en homme pieux, qu'il devait préparer son âme à la mort, loin du tumulte des affaires. Mais il y avait aussi une raison politique. L'empire qu'il avait reçu était trop vaste pour un seul homme. Il l'avait expérimenté toute sa vie. Il avait essayé, pendant un temps, de tout transmettre à son fils Philippe. Mais son frère Ferdinand, qui avait déjà la Bohême, la Hongrie, l'Autriche, et qui avait été désigné comme son successeur au trône impérial, s'y opposait. Une crise de famille avait éclaté. Charles, finalement, accepta de diviser. À Philippe iraient les Pays-Bas, l'Espagne, les royaumes italiens et le Nouveau Monde. À Ferdinand iraient les terres patrimoniales d'Autriche et le titre impérial. La maison de Habsbourg se scindrait en deux branches, une espagnole et une autrichienne, qui resteraient liées par le sang et la politique pendant 1 siècle et demi encore. L'acte de l'abdication eut lieu à Bruxelles, dans la grande salle du palais de Coudenberg, le 25 octobre 1555. Devant les États généraux des Pays-Bas, devant les ambassadeurs étrangers, devant son fils Philippe, devant sa sœur Marie de Hongrie qui avait gouverné les Pays-Bas pour lui, Charles prit la parole. Il s'appuyait sur l'épaule de Guillaume d'Orange, ce jeune prince allemand qui plus tard, par une ironie tragique, deviendrait le grand adversaire de Philippe II dans la révolte des Pays-Bas. Il parla en français. Sa voix était lente, fatiguée. Il dit qu'il avait passé sa vie à servir, qu'il avait traversé tant de fois l'Europe, qu'il avait fait tant de voyages, tant de guerres, tant de paix. Il dit qu'il était désormais trop âgé, trop malade pour continuer. Il dit qu'il remettait toutes ses terres entre les mains de son fils. Il demanda pardon à ses sujets pour les fautes qu'il aurait pu commettre. Les témoins rapportèrent que la salle pleura. Beaucoup pleurèrent. Lui-même versa des larmes. C'était la fin d'un règne. C'était aussi la fin d'une époque. Au cours des mois suivants, Charles transmit aussi à Philippe les couronnes d'Espagne et de Sicile. Et en 1556, il renonça aussi au gouvernement impérial en faveur de son frère Ferdinand, même si la reconnaissance formelle de cette transmission prit encore du temps. Puis, il prit la mer. Il quitta Flessing en septembre sur une flotte chargée de ses serviteurs, de ses meubles, de ses livres, de ses peintures de Titien, de ses horloges, des objets précieux qu'il voulait emporter dans sa retraite. Il toucha terre en Espagne, à Laredo. Il traversa lentement le pays, en litière, en raison de ses douleurs, à travers les paysages secs de la Castille, puis les collines vertes de l'Estrémadure. Et finalement, en février 1557, il arriva à Yuste. C'était un petit monastère hiéronymite, niché au creux d'une vallée, au pied de la Sierra de Gredos, au milieu des forêts de chênes et de châtaigniers. Le climat y était doux, l'air y était pur.
Pour cet homme habitué aux palais immenses de Bruxelles, de Madrid, de Tolède, de Vienne, ce monastère devait paraître minuscule. Mais c'est précisément ce qu'il voulait. Une petite maison, accolée à l'église, avec quelques chambres modestes, un petit jardin, une vue sur les montagnes et la possibilité d'entendre, depuis son lit, les chants des moines à travers la cloison. Il y vécut 19 mois. 19 mois étranges, presque irréels, où l'homme qui avait gouverné un empire vivait comme un demi-moine, entouré d'une suite encore considérable de serviteurs, certes, mais loin des affaires du monde. Il continuait à recevoir des lettres, à donner des conseils à son fils Philippe, à s'informer des nouvelles. Mais il passait l'essentiel de ses journées à prier, à manger, à se faire lire des livres, à examiner ses horloges. Car les horloges étaient sa grande passion. Il en avait amené plusieurs. Il les démontait, les réglait, les remontait. Il aimait, dit-on, qu'elles sonnent toutes en même temps, et il s'amusait de ne jamais y parvenir tout à fait. Et certains de ses biographes ont relevé que cet homme qui avait tenté toute sa vie de synchroniser les peuples, les religions, les royaumes, finissait ses jours en essayant, en vain, de synchroniser de simples horloges. Métaphore involontaire peut-être, mais combien parlante. Il mangeait beaucoup, malgré sa santé. Surtout des plats riches, des viandes, des pâtisseries, du poisson en quantité, des huîtres apportées de la côte, des fruits confits, des vins lourds. Les médecins le suppliaient de modérer. Il les écoutait à peine. Sa goutte empirait, ses jambes enflaient. Il restait souvent au lit, dans une chambre dont une fenêtre donnait sur l'autel de l'église, pour qu'il puisse, depuis sa couche, suivre la messe. À la fin de l'été 1558, il tomba gravement malade. Sans doute le paludisme, peut-être autre chose. La fièvre le rongeait. Il commanda qu'on célèbre, en son honneur, ses propres funérailles, à l'avance, pendant qu'il était encore vivant. Cérémonie étrange, presque morbide, dont les historiens ont longuement débattu, certains la prenant pour fait avéré, d'autres pour exagération de chroniqueurs. Quoi qu'il en soit, dans la nuit du 21 septembre 1558, dans sa chambre de Yuste, tenant un crucifix qui avait, dit-on, appartenu à son épouse Isabelle, Charles Quint expira. Il avait 58 ans. Son corps fut d'abord enseveli à Yuste, dans une petite chapelle. Plus tard, son fils Philippe II le fit transférer au Panthéon royal de l'Escurial, ce monastère-palais immense, austère, géométrique, que Philippe fit construire au nord de Madrid et qui devint, dès lors, la sépulture des rois d'Espagne. Charles repose là, aujourd'hui encore, dans une crypte de marbre noir parmi ses descendants. Mais que reste-t-il, vraiment, de cet empire qu'il avait tant aimé et tant peiné à défendre? Il s'est dispersé presque aussitôt. La branche espagnole, sous Philippe II, allait connaître son apogée, puis son déclin lent. Les Pays-Bas allaient se révolter dès les années 1560. L'Angleterre allait s'éloigner de plus en plus de la sphère espagnole avec l'avènement d'Élisabeth Ier. L'argent du Nouveau Monde allait continuer à arriver, mais il allait surtout enrichir finalement les banquiers étrangers et plonger l'Espagne dans une lente érosion économique. La branche autrichienne, sous Ferdinand et ses descendants, allait porter pendant des siècles encore la couronne impériale, mais sur un saint empire de plus en plus fragmenté, jusqu'à sa dissolution en 1806, sous les coups de Napoléon. L'idée d'une Europe unie, sous une seule autorité chrétienne, allait disparaître, remplacée par l'équilibre des États, puis par les nationalismes, puis par les empires modernes, puis par les guerres mondiales, et enfin, peut-être, par d'autres formes d'union dont les contours, aujourd'hui encore, restent incertains. Et pourtant, lorsque l'on regarde le portrait que Titien fit de Charles à Augsbourg en 1548, ce portrait étrange où l'on voit l'empereur assis,
vêtu de sombre, le visage tiré, les yeux baissés. On ne peut s'empêcher de penser que cet homme avait su, mieux que beaucoup d'autres souverains, ce qu'il faisait. Il avait su qu'il portait un fardeau trop lourd. Il avait su qu'il échouait. Il avait su qu'on ne tient pas le monde par les mains, qu'on ne maintient pas par la force ce que le temps a décidé de défaire. Il l'avait su, mais il l'avait fait quand même, par devoir, par foi, par fidélité à une idée qu'il jugeait plus grande que lui. Et c'est peut-être cela, la véritable leçon de Charles Quint. Non pas la grandeur de ses conquêtes, ni la richesse de ses trésors, ni la splendeur de ses cérémonies, mais la lucidité tranquille d'un homme qui, ayant tout, voyait clairement que rien de ce qu'il possédait ne lui appartenait vraiment, et que tout, un jour, devrait être rendu. Mais avant de refermer cette histoire, il faut s'attarder encore un instant sur quelques scènes, quelques nuances, quelques détails qui éclairent l'homme derrière le titre. Il faut parler de ses voyages. Charles fut, par nécessité, un empereur itinérant. Il calcula lui-même, à la fin de sa vie, qu'il avait traversé 9 fois l'Allemagne, 6 fois l'Espagne, 7 fois l'Italie, 10 fois les Pays-Bas, 4 fois la France, 2 fois l'Angleterre, 2 fois l'Afrique du Nord. Il avait passé plus de temps sur les routes, à cheval, en bateau, en litière, qu'aucun souverain européen avant lui. Il connaissait les auberges de Catalogne et les couvents de Bavière, les ports de Sicile et les villes hanséatiques. Il avait dormi dans des palais somptueux et dans des cabanes battues par les vents. Il avait essuyé des tempêtes, des sièges, des fièvres. Cette vie de mouvement perpétuel marquait son corps autant que son esprit. À la fin, sa goutte, ses douleurs, ses crises rhumatismales étaient peut-être autant le fruit de ses voyages que de son hérédité. Il faut parler aussi de son rapport aux arts. Charles n'était pas, comme François Ier, un grand mécène mondain. Il n'a pas accumulé autour de lui une cour brillante de poètes et de peintres, mais il avait, à sa manière silencieuse, un goût profond pour les arts. Il appréciait par-dessus tout Titien, le maître vénitien, qui peignit pour lui une douzaine de portraits au moins, dont certains comptent parmi les chefs-d'œuvre absolus de la Renaissance. Charles aurait dit, après une séance de pause, en voyant Titien ramasser un pinceau tombé, « Il convient à un empereur de servir Titien ». Anecdote célèbre, dont l'authenticité reste discutée, mais qui dit quelque chose de la place que le peintre tenait pour lui. Il aimait aussi la musique sacrée. Sa chapelle, la chapelle flamande qu'il emmenait avec lui à travers l'Europe, comptait parmi les meilleurs musiciens de l'époque. À Juste, dans sa retraite finale, il continua à faire venir des chanteurs et des organistes. La musique, plus que tout, le consolait. Il faut parler aussi de sa relation avec son fils Philippe. Charles vit peu son fils pendant l'enfance de celui-ci. Quand Philippe avait grandi, en revanche, Charles lui adressa une longue lettre, qu'on a appelée depuis « Les instructions à Philippe II ». C'est un document remarquable. L'empereur y expose à son fils ce qu'il a appris des affaires du monde, des hommes, du gouvernement. Il lui conseille de se méfier des conseillers trop ambitieux, de ne pas laisser un seul ministre concentrer tout le pouvoir, de prier régulièrement, de soigner sa santé, de se garder des excès. Il lui parle aussi des affaires de chaque royaume, des Pays-Bas, de Castille, d'Aragon, de Naples, de Sicile, des Indes. Cette lettre est une sorte de testament politique, écrit par un homme qui sait qu'il transmet à son successeur un héritage immense mais fragile. Il faut parler enfin de l'aspect plus sombre de son règne. Le règne de Charles Quint n'a pas été seulement celui des guerres, des couronnements,
des abdications. Il a été aussi celui de l'Inquisition espagnole, qui, sous son règne, continua à pourchasser les conversos, ces juifs convertis dont on suspectait la sincérité, et les morisques, ces musulmans convertis qu'on accusait de pratiquer en secret leur ancienne foi. Il a été celui des autodafés sur la place publique, des bûchers, des prisons secrètes. Charles n'a pas inventé l'Inquisition, qui existait depuis Ferdinand et Isabelle. Mais il l'a maintenue. Il l'a renforcée. Il l'a considérée comme un instrument nécessaire de l'unité religieuse de l'Espagne. Et son fils Philippe, formé à cette école, en ferait un usage plus intense encore. De même, dans le Nouveau Monde, le règne de Charles fut celui de l'exploitation brutale des populations indigènes. Les encomiendas, ces concessions de villages indiens aux conquistadors, transformèrent des millions de personnes en travailleurs forcés. Les épidémies, importées involontairement par les Européens, décimèrent les populations à des rythmes effrayants. Certains estiment qu'en un siècle, la population indigène des Amériques s'effondra de 80%, peut-être davantage. Charles, à plusieurs reprises, tenta de tempérer les abus. Il écouta le dominicain Bartolomé de las Casas, ce frère qui consacra sa vie à dénoncer les cruautés des conquistadors. En 1542, il promulgua les lois nouvelles, qui visaient à limiter les encomiendas et à protéger les Indiens. Mais les colons résistèrent. Au Pérou, le vice-roi Blasco Núñez Vela, envoyé pour appliquer les lois nouvelles, fut tué par les colons révoltés. Et les lois, dans la pratique, ne furent que très partiellement appliquées. L'argent qui remplissait les coffres de Charles avait été extrait par un système d'une violence souvent extrême. C'est une part de son héritage qu'on ne peut pas ignorer. Il faut enfin parler du long crépuscule de ce monde dont Charles avait été l'empereur. Pendant les décennies qui suivirent sa mort, l'Europe continua de vivre dans son ombre. Son fils, Philippe II, régna sur un empire toujours immense, mais traversé de plus en plus de fractures. Les Pays-Bas, riches et fiers, se soulevèrent contre l'autorité espagnole à partir de 1566 pour des raisons à la fois religieuses, fiscales et politiques. La guerre de 80 ans commença et dura presque sans interruption jusqu'en 1648. Les provinces du Nord, à majorité protestante, finirent par former la République indépendante des Provinces-Unies, futur cœur d'une nouvelle puissance commerciale et maritime. Les provinces du Sud, à majorité catholique, restèrent espagnoles, puis autrichiennes, puis devinrent ce qui est aujourd'hui la Belgique. L'Angleterre, sous Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, devint protestante et hostile à l'Espagne. En 1588, la fameuse Armada espagnole, envoyée par Philippe II pour envahir l'Angleterre, fut dispersée par les tempêtes et par les flottes anglaises. Ce fut le premier signal éclatant que la puissance espagnole, héritée de Charles, n'était pas invincible. En France, après la mort de François Ier, puis celle d'Henri II, la monarchie sombra dans les guerres de religion qui déchirèrent le pays pendant près de 40 ans. L'Espagne intervint, soutint les ligueurs catholiques, mais n'obtint pas le résultat escompté. Henri IV, ancien protestant converti au catholicisme, devenu roi en 1589, puis progressivement reconnu dans les années suivantes, restaura une France indépendante des influences étrangères. L'Empire ottoman, qui avait été un adversaire si redoutable du temps de Charles, atteignit lui aussi son apogée, puis commença un lent recul. La bataille de Lépante, en 1571, où la flotte de la Sainte Ligue, sous le commandement de Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint, écrasa la flotte ottomane dans le golfe de Patra, marqua un tournant. La Méditerranée resta disputée, mais elle ne fut plus jamais ce qu'elle avait été du vivant de Charles.
L'Allemagne, divisée par la paix d'Augsbourg, vécut dans une paix relative pendant un demi-siècle. Puis, en 1618, éclata la guerre de 30 ans, ce conflit terrible qui dévasta l'Europe centrale, mêlant questions religieuses et politiques, et qui s'acheva en 1648 par les traités de Westphalie. Ces traités, signés à Münster et à Osnabrück, consacrèrent définitivement la division religieuse de l'Allemagne, l'indépendance de la Suisse et des Provinces-Unies, et l'affaiblissement durable du Saint-Empire. Le rêve de Charles, déjà brisé de son vivant, fut alors enterré pour de bon. L'Europe entrait dans l'âge des États souverains, l'âge moderne, dont nous sommes encore en partie les héritiers. Et la mémoire de Charles, comment fut-elle prêtée? Du vivant de son fils, elle fut soignée, presque sacrée. Philippe II fit construire à l'Escurial cette nécropole monumentale qui devait honorer son père et sa lignée. Il garda les portraits, les meubles, les souvenirs personnels. Il consulta les écrits de son père comme un manuel de gouvernement. Il porta le deuil de son père toute sa vie, comme Charles avait porté celui d'Isabelle. Plus tard, au XVIIe siècle, dans l'Espagne baroque, Charles devint une figure quasi mythique. On l'appelait l'empereur. On parlait de ses voyages comme d'épopées. Les poètes le comparaient à César et à Alexandre. Les peintres reprenaient ses portraits. Dans toute la maison de Habsbourg, et même au-delà, il était cité comme exemple. Au XVIIIe siècle, à l'âge des Lumières, l'image se nuança. Voltaire, dans ses écrits historiques, le présenta avec un mélange de respect et d'ironie. On commença à voir en lui non plus seulement l'empereur grandiose, mais l'homme limité, dépassé par les forces de son temps, incapable d'arrêter la réforme, incapable de comprendre les nouveaux mondes intellectuels qui surgissaient autour de lui. Au XIXe siècle, à l'âge des nationalismes, son image se fragmenta encore. Pour les historiens allemands, il était l'empereur étranger qui avait tenté d'imposer aux Allemands une religion qu'ils refusaient et qui avait échoué. Pour les historiens espagnols, il était le grand monarque sous lequel l'Espagne était devenue la première puissance du monde. Pour les historiens belges, il était l'enfant de Gand, le souverain bourguignon, presque un des leurs. Pour les historiens autrichiens, il était l'ancêtre prestigieux des Habsbourg de Vienne. Chacun, ainsi, voyait dans Charles ce qu'il voulait y voir. Au XXe siècle, à l'âge des reconstructions européennes, surtout après 1945, certains historiens, certains penseurs, certains hommes politiques commencèrent à voir en Charles, étrangement, un précurseur de l'idée européenne. Cet empereur multilingue, qui régnait sur des peuples si divers, n'avait-il pas à sa manière esquissé l'idée d'une unité au-delà des nations? Cette interprétation, séduisante mais anachronique, oublie que Charles ne pensait pas en termes de nation, qui n'existait pas encore au sens moderne, et qu'il pensait avant tout en termes de dynastie et de religion. Mais elle dit quelque chose de la façon dont chaque époque réinvente ses figures pour s'en servir. Aujourd'hui, dans les musées d'Europe, on peut encore croiser le regard de Charles. À Madrid, au Prado, devant les portraits de Titien. À Vienne, au Kunsthistorisches Museum, parmi les armures et les trésors des Habsbourg. À Gand, devant le palais où il naquit. À Bruxelles, devant l'ancien emplacement du palais de Coudenberg où il abdiqua. À l'Escurial, devant son tombeau de marbre. À Juste, dans ce monastère préservé où l'on peut encore visiter la petite chambre dans laquelle il mourut, avec sa fenêtre ouverte sur l'autel. Et chaque fois, on se trouve face à la même question. Qui était cet homme? Un grand monarque? Un échec brillant? Un saint laïc qui voyait clair dans les illusions du pouvoir? Un tyran
qui maintenait par la force une domination contestée? Un peu de tout cela à la fois, sans doute. Pourquoi continuer à raconter cette histoire? Pourquoi cette figure d'un empereur du XVIe siècle, mort il y a presque 500 ans, nous parle-t-elle encore? Peut-être parce qu'elle pose, sous une forme particulièrement claire, des questions qui restent les nôtres. Comment gouverner une réalité trop vaste pour être comprise? Comment maintenir l'unité quand les forces de division sont plus puissantes que les forces de cohésion? Comment porter une responsabilité qui dépasse les forces d'un seul homme? Comment, à un certain âge, savoir s'arrêter, abdiquer, transmettre et accepter que l'œuvre d'une vie soit imparfaite, inachevée, mortelle? Charles Quint, à sa manière, a répondu à ces questions. Il a essayé jusqu'au bout. Il a remporté de grandes batailles militaires, mais il a perdu, dans l'ordre profond des choses, le combat essentiel contre la division de son temps. Il a refusé de se laisser fasciner par son propre pouvoir. Il a su, lorsqu'il a senti que le temps venait, se retirer, dans une démarche qui reste exceptionnelle dans toute l'histoire des monarchies. Et c'est sans doute ce geste final qui, plus que toutes ses victoires, plus que toutes ses guerres, plus que tous ses trésors, fait encore de lui une figure si singulière. Cet homme qui, ayant tenu dans ses mains la moitié de l'Europe, a accepté de l'ouvrir, de laisser tomber, et de marcher seul, en litière, à travers les chemins de l'Estrémadure, jusqu'à un petit monastère où l'attendait le silence des chênes et le tic-tac de ses horloges. Pourquoi continuons-nous à raconter cette histoire comme si elle était simple? Elle ne l'est pas. Elle est faite de courage et de cruauté, de foi et de calcul, de gloire et de défaite, de splendeur et de pauvreté intérieure, d'or et de cendre, comme toutes les grandes histoires, comme, peut-être, la vie elle-même. Le soir à Yuste, dit-on, on apportait à l'empereur des oranges du jardin du monastère. Il les regardait. Il en sentait le parfum. Il en pelait une, lentement, de ses doigts gonflés par la goutte. Il en mangeait quelques quartiers. Et la lumière du soleil couchant, passant à travers les fenêtres, faisait briller sur les murs blancs les ombres lentes des branches d'oranger.